Car la réalité du capitalisme cognitif, c'est que dans un capitalisme de la connaissance, les gens malins ont plus de pouvoir et de revenus que les gens moins malins. Ce n'est pas politiquement correct, mais c'est la réalité. Et si on veut m'expliquer que les gens moins intelligents que l'intelligence artificielle seront millionnaires en dollars en 2040, je ne serai pas d'accord. En revanche, vous, dans cette salle, vous allez vivre un âge d'or. Et nous devons créer une société inclusive et trouver le moyen d'éviter qu'il y ait un gigantesque gap. Ce que Harari, dans Homo Deus, appelle des dieux et des inutiles, les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés, qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons, et les gilets jaunes. C'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles d'Harari. Et je reprends les termes d'Harari, non pas pour m'en féliciter, mais pour alerter tout le monde sur le fait que la crise des Gilets jaunes n'est pas un épiphénomène, elle est là pour 100 ans. Et c'est vous qui la résolverez. Le prix de l'heure de travail des Gilets jaunes sur le marché mondial va s'effondrer de décennie en décennie. Et le prix horaire des gens dans cette salle va monter de décennie en décennie. Parce que vous êtes les complémentaires de l'intelligence artificielle faible. Et les autres sont substituables. Et je le répète, je ne dis pas ça pour m'en féliciter. Salut à tous. Des dieux et des inutiles. Voilà l'avenir que nous promettait le technoprophète Laurent Alexandre en 2019. Puis vint le confinement, et on s'aperçut que les CSP+, soi-disant essentiels, fuyaient en fait les grandes villes pour la maison de campagne, dans un concert de prout-prout, pendant que les inutiles tenaient l'économie à bout de bras, et la société avec. Sans les caissières, les éboueurs, les agents d'entretien, les infirmiers, les ouvriers, les techniciens, les livreurs, bref, tout ce qu'on appelle les premiers de corvée, eh ben, plus de bouffe, plus d'électricité, plus de colis, et une montagne de merde dans les rues. Et là, il y a eu un petit malaise, parce qu'il est devenu évident pour tout le monde que l'échelle des salaires est inversement proportionnelle à l'utilité du poste qu'on occupe pour la société. Quasiment tous les premiers de corvée sont en dessous du salaire médian, et le plus souvent au SMIC, et ils sont pas nombreux à toucher plus de 2000 € par mois. Par contre, si vous allez dans les bureaux d'un grand nombre d'entreprises, surtout les plus grosses, vous allez trouver des gens dont il est bien difficile de justifier le niveau de salaire. 4,7 millions d'euros gagnés en 3 ans par Pénicaud pour être DRH chez Danone. Pas sûr qu'elle ait créé autant de richesses sur cette période en faisant de la paperasse. 100 000 € par mois pour Yves Calvi, rien que pour animer la matinale de RTL, où il nous fait part de ses analyses discutables sur la société dans le genre de celle-ci. Les plans qu'on a mis en place sont des plans qui sont hospitaliers, tous. Oui. Et on décline en ville des choses qui ont été pensées pour l'hôpital. On n'a jamais pensé un plan en ville pour dire comment on peut faire en sorte que la médecine de ville absorbe, soit une espèce d'amortisseur pour ce type d'épidémie. Il y a peut-être une liaison entre les deux, non? C'est-à-dire que... Il y a une liaison. Je vais choquer tout le monde en disant ça, mais la pleurniche permanente hospitalière fait que on est en permanence au chevet de notre hôpital, peut-être de façon... Vous êtes dur, là. Je présentais tous les soirs cette émission et vous verrez que c'est une réalité. Pardonnez-moi. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je doute qu'animer la matinale de RTL soit aussi utile à la société que le travail de 50 infirmières. Donc ce sont là 2 exemples symboliques, mais je pense que tout le monde a en tête une personne qui occupe une fonction, disons, facultative, les fameux bullshit jobs, comme les coachs bonheur en entreprise. Alors ceux-là, ils se lèvent pas le matin pour aller bosser, tout le monde s'en fout. Et c'est pareil pour les youtubeurs. Par contre, s'il n'y a plus de caissières dans les magasins, on voit tout de suite le problème. Et quand celles-ci et tous les premiers de corvée ont commencé à refuser d'aller bosser à cause du Covid, le rapport de force a penché en leur faveur. Sans faire le détail des annonces de Macron dont les 3/4 passent toujours à la poubelle dès le lendemain, il avait notamment annoncé le 25 mars la majoration des heures supplémentaires et une prime exceptionnelle pour l'ensemble des personnels soignants et des fonctionnaires mobilisés. Le montant de la prime évoquée n'avait pas été précisé. Le gouvernement encourage aussi les entreprises à verser une prime de 1 000 € défiscalisée pour les salariés exposés au virus dans leur travail.
Il s'agit de la fameuse prime Macron créée à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes. Donc elle devrait s'appeler prime Gilets jaunes, mais j'imagine que Macron a dû se dire « quitte à donner du fric, autant que ça porte mon nom ». Il manque pas d'air, hein. Cette prime a essentiellement été promise par le secteur de la grande distribution pour enrayer l'absentéisme. Emmanuel Macron a également annoncé la mise en place d'un plan massif d'investissement et de revalorisation de l'ensemble des carrières pour l'hôpital, une fois la crise du coronavirus passée. Quoi ? Oh, je vous vois venir, vous. Vous croyez qu'après la crise, il aura oublié toutes ces belles paroles ? Franchement, je ne vois vraiment pas ce qui peut vous faire dire ça. Moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de lui faire confiance. Il dit qu'il a changé. Et en plus, il met au panier la réforme des retraites, donc, vous voyez, il est de bonne volonté. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. C'est pourquoi j'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues, à commencer par la réforme des retraites. Nous gagnerons. Mais cette période nous aura beaucoup appris. Beaucoup de certitudes, de convictions sont balayées, seront remises en cause. Beaucoup de choses que nous pensions impossibles adviennent. Ne nous laissons pas impressionner. Agissons avec force. Mais retenons cela. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Nous serons plus forts moralement, nous aurons appris. Et je saurai aussi avec vous en tirer toutes les conséquences. Toutes les conséquences. J'ai changé. Plus rien ne sera comme avant. Et tout d'un coup, le vocabulaire des Gilets jaunes est devenu à la mode dans l'espace politico-médiatique. Tout le monde s'est mis à critiquer le libre-échange et la mondialisation, et à parler de relocalisation, d'un retour à la souveraineté nationale et européenne. Le jour d'après ne ressemblera pas au jour d'avant. Nous devons rebâtir notre souveraineté nationale et européenne. Mais il nous faut aussi, et à mes yeux aujourd'hui, avant toute chose, produire davantage en France, sur notre sol. Produire parce que cette crise nous enseigne que sur certains biens, certains produits, certains matériaux, le caractère stratégique impose d'avoir une souveraineté européenne. Produire plus sur le sol national pour réduire notre dépendance et donc nous équiper dans la durée. Finalement, le monde d'après, c'est juste des mesures ponctuelles ou floues, ou des promesses pour plus tard. On nous parle de souveraineté économique, mais sans tomber dans le souverainisme. Il faut que ce soit national, mais c'est quand même européen. Bref, derrière leurs grands airs sur le monde d'après, tout ça est très ambigu. Et puis, la courbe épidémique est redescendue, et le discours s'est clarifié. Lâchez-nous avec le monde d'après, Philippe Magnier. Ah. Parce qu'on a eu tout Mais le fantasme autour du monde d'après. c'est pas fini, hein. C'est-à-dire que vous avez tous les jours une tribune sentencieuse dans Le Monde. Moi, ce que je crains, c'est l'excitation parlementaire, c'est la folie créative dans les tribunes bien senties dans Le Monde, etc., avec une espèce de consensus social qui se fait sur le fait qu'il est évident que s'il y a un Chinois qui a mordu dans un pangolin pas frais, alors il faut rétablir l'ISF. Ce qui est un truc complètement dingo. Moi, j'ai essayé de travailler là-dessus parce que je prépare un petit livre justement sur l'opportunité de ne rien changer, pour faire simple. Et j'essaie de remonter l'enchaînement des causalités. C'est délirant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le moindre rapport entre une crise sanitaire venue de Chine et ce qu'on nous dit qu'il faut urgemment faire. Enfin, encore une fois, les gens, on leur dit pangolin, ils répondent fonds de pension et supertanker. on est à l'ouest, quoi. On est à l'ouest. Le cerveau reptilien du pays a gardé malgré tout des schèmes qui sont typiquement chrétiens, qui sont considérables. C'est-à-dire que on a péché. Il faut souffrir, c'est comme ça qu'on aura la rédemption. Et donc, donner du sens à la souffrance, c'est une espèce de tentation française. Un Anglais ou un Américain, il dit, pardon, j'allais dire, merde, il pleut, demain il fera beau, on va pas se donner... En France, on veut donner un sens à la souffrance. Nous en chions, c'est donc qu'il faut changer quelque chose, qui est un truc qui, franchement, du point de vue de la logique, vraiment, ça défie l'entendement. Mais on a cette espèce de tentation en France, et donc vous avez des trucs complètement délirants. Les gens vous disent, oui, demain, il faut faire autre chose. Et encore une fois, s'il y avait un changement à faire, à mon avis, à la lumière de cette crise, ça serait d'essayer d'éliminer autant que faire se peut, on ne fera jamais complètement, mais les effets de prolifération bureaucratique anarchique de l'État qu'on a constaté et dont on a vu les dévastations.
Et oui, le monde d'après c'était une bonne blague. Maintenant que les ch'tites ouvriers ont bien travaillé pendant l'épidémie, on leur dit que les primes annoncées sont soumises à des conditions qu'ils ne remplissent malheureusement pas. Dans la grande distribution, les 1000 € c'est pour les salariés en CDI à temps plein. Si vous êtes à temps partiel, vous avez moins. Si vous avez un CDD, vous avez moins ou rien. En intérim, on n'en parle même pas. Et tout est variable d'un magasin à l'autre en fonction des bilans, de l'alignement des planètes et de l'âge du capitaine. Et il y a des cas où ils ne versent pas la prime directement aux salariés, ça fait partie de l'intéressement. Donc c'est bloqué pendant 5 ans et ça sert de trésorerie à l'entreprise. MDR. Dans la fonction publique, ils ont créé 3 sortes de primes de 500, 1000 et 1500 € avec des conditionnalités longues comme le bras que je vais vous détailler intégralement. Non, je déconne, partez pas. Mention spéciale quand même pour les étudiants en médecine qui se sont portés volontaires pour travailler comme de vrais infirmiers, mais qui ont été payés comme de vrais stagiaires. C'est-à-dire entre 130 et 280 € bruts par mois, plus les gardes payés 50 ou 100 €, plus la fameuse prime Covid. Une prime qui n'est que de 500 € si vous n'êtes pas dans les 40 départements les plus touchés, et à condition d'avoir suffisamment de temps de présence entre le 1er mars et le 30 avril. Et sous réserve que l'État et les départements ne se bouffent pas le nez pour savoir qui doit payer, comme c'est le cas pour la prime Covid des aides à domicile. On en vient donc à la question des hausses de salaire et de moyens, pour lesquels les soignants faisaient grève depuis plus d'1 an, en prenant des LBD dans la gueule, et que Macron leur avait finalement promises dans son allocution. Les discussions ont bien été lancées dans le cadre du Ségur de la santé, par contre ça se passe pas très bien. Vous pourrez voir passer dans la presse le chiffre de 6 ou 7 milliards d'euros pour les hausses de salaire, mais comme pour les aides financières de l'UE, c'est surtout des effets d'annonce avec de gros chiffres pour épater les gogos. En matière de salaire, il est proposé 8 points d'indice supplémentaires pour les non-soignants, ce qui représente 32 € net par mois, et pour les soignants, c'est 22 points d'indice, soit 84 € net par mois, sachant que les syndicats demandent des hausses entre 250 et 300 € mensuels. Mais dans le même temps, on supprime des primes invariables du salaire, mises dans un pot commun, qui seront ensuite discutées à la discrétion des directeurs. D'autre part, la prime de fin d'année saute. On ne nous donne que des miettes, mais pire, ils enlèvent et détruisent toute garantie statutaire. Technique classique, on donne d'une main en le montrant à tout le monde, et de l'autre, hop, on fait les poches discretos. Et bien entendu, sous couvert d'un grand plan d'investissement pour l'hôpital, on fait un grand pas vers sa privatisation. Dans les années qui viennent, l'assistance publique veut fermer encore l'hôpital Bichat, l'hôpital Beaujon, l'hôpital de Garches, des personnes, notamment des grands malades très très gravement handicapés. Ils veulent fermer le Jean Verdier, ils veulent restructurer l'Hôtel-Dieu. Donc l'assistance publique, malgré la crise du coronavirus et les manques qu'on a eus, continue à dire qu'il faut fermer des lits d'hospitalisation et continuer la restructuration. Et ça c'est dramatique, parce que ça casse le moral des personnels, ça fait fuir les médecins, parce qu'on a de moins en moins de moyens, et lorsqu'il y a un malade à hospitaliser, ça devient de plus en plus difficile. Les hôpitaux sont en danger, c'est-à-dire que là, on a l'impression, vous savez, c'est le mot du président de la République au début de la crise du coronavirus, qui a dit on va s'occuper du système de santé, quoi qu'il en coûte. Bon voilà, le quoi qu'il en coûte, il a engendré plein d'espoirs qui sont à la mesure du désespoir qu'on a en voyant les idées qui sont en train d'arriver, qui sont rien d'autre que des idées néolibérales, de casser le service public, de limiter l'accès aux soins, alors que, si vous voulez, les principales victimes du coronavirus, partout dans le monde, ce sont ceux qui sont les plus pauvres. Quoi, ça va, la pleurniche hospitalière. On les a applaudis tous les soirs, on les invite au 14 juillet, on leur file des primes et des médailles, et ils sont toujours pas contents. Vous allez bien? Bonjour messieurs. C'est Macron. Bonjour à vous. Bonjour messieurs. Vous pensez qu'on a vraiment besoin d'une médaille? La fameuse médaille qui a été annoncée? Si vous n'en voulez pas, vous ne la prenez pas. Ah oui, non mais c'est sûr, mais aujourd'hui c'est surtout pour le personnel. Aujourd'hui, vous savez ce qui est sorti? Un décret sur les primes. Oui. C'était le premier engagement. D'accord. Et là, on a parlé des choses sérieuses, c'est-à-dire de la refondation de non, mais l'hôpital attendez, et du système de santé. Et le côté... Je viens de voir votre représentant là pendant Oui. un petit moment. Ah, quelle bande d'ingrats. Puisque c'est comme ça, on annule leur participation au 14 juillet. On va faire un petit truc en comité réduit, hein. Ils seraient capables de transformer ça en manifestation, les salauds. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Une banderole populiste? Oh, un 14 juillet en plus, ils ne respectent rien. De toute façon, tu leur donnes ça,
ils te prennent ça. Alors parlons plutôt des choses sérieuses, hein. La privatisation de l'hôpital. Enfin, je veux dire, sa refondation. Les soignants auraient dû faire grève pendant l'épidémie, comme les flics font grève pendant les mouvements sociaux. Ils auraient sûrement obtenu plus de choses. C'est comme ça que ça marche le dialogue social avec Macron. Fort avec les faibles et faible avec les forts. Le problème était ponctuel, donc ils ont fait le dos rond pendant quelques temps, et une fois que c'est passé, on remballe les mots doux, les promesses et les applaudissements, et on ressort le LBD et les lacrymos. Parce que pour taper sur la gueule des gens, le gouvernement sait être prévoyant. Pour ça, il y a toujours du budget, et il n'y a jamais de rupture. Pourvu qu'il n'y ait pas de deuxième vague, hein, parce que le gouvernement ne pourra pas duper les soignants 2 fois de la même façon. La base virale a été mise à jour. Ah, il va y avoir un problème. Ce cynisme ne concerne pas que les soignants. C'est tellement pas cher et pratique de payer les gens avec des médailles que l'idée a été reprise pour les enseignants, avec l'Open Badge pour l'agilité pédagogique. Je sais pas ce que ça veut dire. Vous savez, l'éducation nationale a son propre langage. Vous savez ce que c'est, ça ? C'est un référent bondissant. Et ça, c'est pas une piscine, c'est un milieu aquatique semi-profond. Quant aux facteurs de Grenoble, ils ont littéralement été payés en chocolat. Et encore, il n'y en avait pas pour tout le monde. 40 d'entre eux ont été tirés au sort et se sont vus remettre cette tablette des héros pour les remercier de leurs investissements. Eh ben, on imagine mal les investissements des actionnaires payés avec des dividendes en chocolat. Premier de corvée, dernier payé. Le monde d'après a donc le même goût de merde que le monde d'avant. Mais bon, on commence à être habitué, hein. Ce n'est que la 4e fois que Macron nous fait le coup. Il l'a fait au moment de son élection, des gilets jaunes, du grand débat, et maintenant l'épidémie. On fait du blabla pour amuser les gens pendant le moment de tension, et une fois que c'est passé, on reprend les choses sérieuses, comme il dit. C'est-à-dire, en gros, les conneries européisto-libérales. Donc, c'est l'essai européen Discovery qui est un fiasco total, c'est l'arnaque du plan de relance européen, c'est l'accélération de la privatisation des hôpitaux, et oh, mais devinez qui c'est qui repointe le bout de son nez ? La réforme des retraites. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Même les mesures exceptionnelles prises par le gouvernement pour soutenir l'économie pendant le confinement ne cassent pas des briques. En gros, ils ont fait 4 choses différentes en apparence, mais qui sont en fait du même ordre. C'est-à-dire distribuer quelques aides directes, recourir au chômage partiel, reporter les cotisations et impôts des entreprises, et garantir les prêts bancaires des entreprises. Et là, tu vas comprendre pourquoi à la fin, c'est toi qui payes. Bon. Déjà, le chômage partiel est évidemment financé avec de la dette supplémentaire qu'il faudra rembourser pour un total de 25 milliards d'euros. Et comme le recours au dispositif a été massif et que les inspecteurs du travail sont de moins en moins nombreux, les fraudes se sont multipliées. Entre 24 et 30% des entreprises contrôlées ne sont pas en règle. Quelques patrons vont bien se faire taper sur les doigts, mais il sera impossible de récupérer toutes les sommes indûment versées. Au passage, c'est toujours amusant de voir les mêmes qui veulent fliquer les chômeurs toute l'année en appeler à la liberté et à la responsabilité quand ça concerne les employeurs. Ce que dit Hugo Bernal ici, enfin, on va pas mettre un inspecteur du travail derrière toutes les entreprises. Attendez, on est quand même dans un pays. Délire, là. On est très peu. On est dans un pays. On en est très loin. Censé être libéral. On se calme. On n'a pas en permanence un policier derrière chaque personne pour voir s'il fait bien ou pas bien. Enfin, moi, j'en appelle J'en appelle un petit peu plus de policiers. J'en appelle à la responsabilité de chacun des acteurs économiques. L'État, la collectivité a fait un effort gigantesque. Je rappelle, 6 salariés sur 10 ont été au chômage partiel. C'est-à-dire, on a totalement socialisé l'économie française. Donc, cet effort, qui est un effort collectif, doit être un effort partagé et de faire en sorte que ceux qui ont peut-être souscrit au chômage partiel, hein, c'est déclaratif 30 jours plus tard, et qui se sont rendus compte que leurs salariés ont travaillé pour des raisons X ou Y, doivent revenir et doivent le déclarer. Attention, ils se mettent en danger si ce n'est pas le cas. Alors ensuite, dans la même catégorie, vous avez les aides publiques pour les auto-entrepreneurs, les petites entreprises et parfois les plus grosses. 1,2 milliard pour les indépendants, 7 milliards pour Air France, 5 milliards de garanties sur les prêts de Renault, etc. Et comme vous pouvez le voir, à chaque fois la France doit demander l'autorisation d'aider ces entreprises auprès de la Commission européenne pour ne pas contrevenir aux principes sains de la sainte concurrence. Une commission qui refuse d'ailleurs que le coronavirus soit un prétexte pour revoir les règles de la concurrence en Europe.
Pourtant, en février dernier, des ministres de l'économie de plusieurs États avaient déjà demandé à revoir ces règles, notamment celles encadrant les fusions d'entreprises. On pouvait y lire que la nature de la concurrence a changé et que les entreprises européennes doivent faire face à des entreprises étrangères, bénéficiant parfois d'aides d'État substantielles et de marchés domestiques protégés. Voilà, donc les mecs découvrent les problèmes de la mondialisation asymétrique. C'est pas trop tôt. Ce à quoi la Commission a répondu qu'un livre blanc proposera des mesures de contrôle des subventions des États non européens et des distorsions qu'elles génèrent. Quand des politiciens te disent qu'ils vont réfléchir à penser à des mesures pour agir sur un truc qui est pas dans leur juridiction, les États non européens, eh ben t'es à peu près sûr qu'ils se foutent de ta gueule. 2 semaines plus tard, la Commission annonce qu'elle bloquera toute aide financière publique à une entreprise si celle-ci est conditionnée à une relocalisation de l'activité. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Donc les rêves de relocalisation de Bruno Le Maire sont passés à la poubelle, à moins que ça n'ait toujours été que des paroles creuses pour duper les dindons qui veulent bien y croire, comme quand il avait promis qu'aucune entreprise ayant des filiales dans les paradis fiscaux ne pouvait bénéficier d'aides publiques. On peut imaginer d'aider des banques françaises qui ont des filiales offshore et qui peuvent éventuellement... Non, on ne peut pas imaginer d'aider des banques françaises qui travailleraient dans ou avec des paradis fiscaux. Donc les banques françaises, les banques françaises devront bien évidemment faire la clarté là-dessus. C'est logique dans un donnant-donnant sur le plan public. Possible. Le ministre l'affirme. L'État ne doit pas aider les banques qui travaillent dans les paradis fiscaux. Oh pardon, je me suis gouré de 10 ans. Faut dire qu'on nous avait déjà fait le coup à l'époque des subprimes quand il fallait renflouer les banques. Et à votre avis, elles les ont fermées, leurs filiales dans les paradis fiscaux ? Eh ben là, c'est pareil. On fait semblant de faire une loi pour conditionner les aides qu'on annonce à grands cris, puis on la retire discrètement, parce que c'est quand même interdit par les traités européens, et si des mauvais esprits posent des questions, on dit qu'une loi n'est pas nécessaire, vu que les grandes entreprises doivent déjà remplir une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles jouent le jeu en matière fiscale. Et voilà, le tour est joué. C'est merveilleux. Même comédie sur les limitations ou les interdictions de licenciement ou de versement de dividendes par des entreprises qui ont profité des diverses aides publiques. Le gouvernement étale sa moraline, mais ne fixe aucune contrainte. Donc l'argent public, c'est open bar. Prenez, mangez-en tous. Ceci est l'argent des Français. Il n'y a aucune contrepartie. Merci l'Union européenne. C'est décourageant. J'ai fait une vidéo d'1h10 pour expliquer en long, en large et en travers comment l'Union européenne nous pourrissait la vie pendant cette crise, et il y a encore des trucs que j'ai pas cités. Un cancer ? Oui, mais un cancer 12 étoiles. Ensuite, les garanties sur les prêts bancaires sont présentées comme des aides pour les entreprises, mais c'est surtout des garanties sur les bénéfices des banques. Parce que si une entreprise fait faillite et ne paye plus son crédit, c'est l'État qui le paye à sa place, avec les intérêts. Donc, quand la banque gagne de l'argent avec ses prêts garantis, elle le garde pour elle, et quand elle en perd, l'État rembourse. On peut nuancer le propos en disant que les taux d'intérêt sont faibles en ce moment, donc les bénéfices le seront aussi, et que seules les entreprises parmi les plus solides peuvent bénéficier de la garantie de l'État, donc il ne devrait pas y avoir trop de défauts. Mais il y en a quand même pour 300 milliards, et on verra bien au fil des faillites quelle part va vraiment retomber sur la gueule des contribuables. Mais bon, vous faites pas d'illusions, dans tous les cas c'est bien nous qui allons payer cette masse de dettes supplémentaires, soit en tant que contribuables, en tant que consommateurs ou en tant que travailleurs. Et c'est pareil pour les reports de cotisations et d'impôts que les entreprises devront quand même payer à un moment. Les échéances sont reportées, elles ne sont pas annulées. Je ne dis pas que ces mesures étaient inutiles. Elles ont évidemment aidé des entreprises à ne pas faire faillite pendant le confinement, mais elles ne font que décaler le problème sans le régler, alors qu'elles nous coûtent quand même très cher. En fait, nos décideurs ont simplement fait ce qu'ils ont pu, dans la limite des chaînes qu'ils se sont mis eux-mêmes au poignet et dans la tête. Le problème économique posé par le confinement est en fait très simple. Vous ne pouvez pas ordonner la fermeture administrative des entreprises et en même temps leur demander de payer toutes leurs traites. Ça marche pas. Et c'est bien pour ça qu'ils ont multiplié tous les dispositifs d'aide pour répondre à toutes sortes de situations, mais on aboutit à un merdier administratif lourd, abscon, difficile à contrôler et à comprendre parfois, surtout quand il faut naviguer au milieu des contraintes et des interdits de l'Union européenne et de l'euro. Alors, le résultat est très mauvais.
Une solution plus simple et plus juste aurait été de monétiser les coûts fixes des entreprises qu'on interdit de travailler. Pour ça, évidemment, faut pas être dans l'euro, donc ça restera théorique. J'imagine une sorte de plateforme où chacun peut aller faire son petit dossier pour monétiser les cotisations, les impôts, les salaires, les crédits et les loyers. C'est des choses qui sont très faciles à prouver et donc à contrôler, et on peut toujours assortir le dispositif de sanctions énormes pour décourager la fraude. Le chômage partiel et les garanties sur les prêts seraient donc des mesures secondaires pour les entreprises qui conservent une activité partielle ou qui ont un problème ponctuel de trésorerie. Évidemment, le financement de ces mesures se fait aussi par la planche à billets pour éviter d'alourdir bêtement la dette de l'État. Alors il y en a sans doute qui vont lever les bras au ciel. Mon Dieu, de l'argent magique, ça va créer de l'inflation. Ah bon ? Et elle en est où la BCE avec sa planche à billets ? 1100 milliards d'euros imprimés depuis le début de la crise pour des conneries. Maintenir les taux bas et les actions hautes. Rapporté à la France, ça fait 220 milliards d'euros injectés pour alimenter une bulle. Et à ça, il faut ajouter le coût des plans d'aide, à peu près 60 milliards d'endettement supplémentaires. Plus le coût des emprunts que les entreprises ont contractés pour survivre et qui vont peser sur l'économie, plus le coût du plan de relance, qui va encore être de la dette. Pour résumer, on a donc ici le pire des deux mondes. L'inflation de la planche à billets qui est très mal orientée sur les actifs financiers notamment, qui atteignent des prix délirants, et l'asphyxie de l'économie réelle sous une montagne de dettes qu'on va encore essayer de nous faire payer par des plans d'austérité déflationnistes. Inflation des actifs, déflation de l'économie réelle. Je sais pas où va nous mener l'effet de ciseaux, mais ça va être joyeux. Voilà, donc c'est pour ça que je trouve bien plus intelligent de monétiser les coûts fixes des entreprises fermées. En fait, c'est juste une façon différente de constater la perte économique liée au Covid et de la répartir équitablement sur tout le monde par l'érosion de la monnaie. On estime que le coût du confinement en France est entre 80 et 100 milliards d'euros par mois, donc ça fait dans les 200 milliards d'argent magique pour couvrir les 2 mois de confinement, même si je pense que c'est une estimation basse. L'avantage de cette méthode, c'est qu'on récupère l'économie dans un état proche duquel on l'a laissé. L'endettement des États et des entreprises aura très peu augmenté, et on n'aura pas créé de bulle sur les marchés, vu que les 200 milliards sont dans l'économie réelle. Ils sont dans la poche des ménages et des entreprises, et donc ils servent de plan de relance au moment du déconfinement. Après, c'est qu'une réflexion personnelle et générale sur la base d'ordre de grandeur, je vous la donne pour alimenter le débat et pour proposer des trucs de temps en temps. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution possible, mais ce que je vois, c'est qu'en bouchant les trous avec plus de dettes, beaucoup d'entreprises auront des charges supplémentaires, mais elles seront pas nombreuses à avoir une activité supplémentaire pour les payer. Plus de charges, moins de recettes, tant pour les entreprises que pour l'État, il y a un moment où il faudra bien que quelqu'un compense. Et à votre avis, ce sera qui ? Les masses laborieuses, comme d'habitude. Je peux vous dire qu'on va encore être payé en chocolat. Très tôt dans la crise, on a entendu le MEDEF expliquer qu'il faudra travailler plus, sans gagner plus, pour relancer l'économie. Il faudra se poser la question du temps de travail, des jours fériés et des congés payés pour accompagner la reprise économique. Une idée partagée par le gouvernement. La secrétaire d'État à l'économie Agnès Pannier-Runacher, mais si, celle qui nous avait conseillé d'acheter des actions en pleine chute des cours. Bon. Eh bien, elle a également prévenu qu'il faudra probablement travailler plus que nous ne l'avons fait avant pour rattraper la perte d'activité induite par le confinement. Et à cette fin, Pénicaud a mis en avant leur merveilleuse réforme du Code du travail. Alors moi, j'ai un appel aux entreprises. On va être dans une situation difficile économiquement, donc il y a un risque sur l'emploi. Mais il y a des alternatives. Je pense qu'il faut se serrer les coudes dans cette période. Pour se serrer les coudes, on peut aussi négocier des accords de performance collective. C'est une mesure qu'on a créée dans les ordonnances en 2017, les ordonnances travail, qui permet, dans beaucoup d'entreprises, en ce moment, il y en a plus de 300 qui l'ont signé, de se dire, plutôt qu'il y en ait 20% qui perdent leur emploi, on va pendant quelques temps baisser le temps de travail et donc la rémunération. Donc il y a des solutions, il y a des alternatives. Je l'ai déjà dit, mais on a vraiment des politiciens payés à rien foutre. Maintenant, c'est aux entreprises de faire la loi et de gérer le dialogue social, avec toutes les dérives et les abus que ça peut entraîner, sans compter les distorsions de concurrence entre les entreprises. Mais l'avantage pour les politiciens, c'est qu'ils n'ont plus à se salir les mains pour pourrir le code du travail, et ils peuvent même prendre des postures offusquées quand les entreprises font le sale boulot à leur place. Dernièrement, Ryanair a fait signer aux syndicats un accord collectif prévoyant la baisse des rémunérations des hôtesses, stewards et pilotes de 10 à 20%, faute de quoi l'entreprise licenciera 20% de son personnel en France, soit 50 salariés.
C'est donc exactement ce que Pénicaud préconisait de faire, avec un exemple étrangement similaire, ce qui ne l'a pas empêché de critiquer Ryanair. Les accords de performance collective ont été instaurés dans un esprit qui n'est pas du tout celui qu'utilise Ryanair, selon Muriel Pénicaud. Bruno Le Maire était aussi de la partie pour dénoncer un chantage à l'emploi. Ben voyons, comme si les mecs découvraient les conséquences de leur politique. Ce serait extraordinaire, ce serait scandaleux, mais pardon, je ne suis pas un pangolin de l'année. Oui, on avait bien compris que vous faisiez semblant de pleurnicher pour faire de la démagogie. Mais revenons-en au MEDEF. Comme ce syndicat déteste l'État et le Code du travail autant qu'il adore l'argent public, ses exigences étaient accompagnées de la mendicité habituelle dans son plan pour une relance durable. Bon alors c'est bien simple, il faut tout leur donner. Il faut leur donner des crédits d'impôt, il faut les exonérer de cotisations, il faut les dispenser de payer les crédits garantis par l'État, donc c'est l'État qui paye, mais bien sûr, il faut pas augmenter les impôts sur les entreprises. Et puis il faut leur donner 10 000 € par apprenti. Au prix où sont payés les apprentis, en fait, ils demandent des travailleurs gratuits. Et pour financer ce gouffre à pognon, il propose de suspendre les règles budgétaires de Maastricht et de faire tourner la planche à billets pour racheter la dette des États, tant que ça ne crée pas trop d'inflation. Mais attention, il faut maintenir un équilibre budgétaire dans les dépenses sociales, parce que l'assistanat par l'argent magique, ce n'est que pour les riches. Donc vous voyez la différence. Quand on monétise la perte, tout le monde subit, mais quand on passe par la dette, il y a un rapport de force qui se crée pour déterminer qui va recevoir l'argent emprunté et qui va payer l'argent emprunté. Donc le MEDEF reçoit, et toi, tu payes. Alors quand le MEDEF nous dit qu'on est tous dans le même bateau, il a juste oublié de préciser qu'il faudra pas compter sur lui pour ramer. Non, le MEDEF va plutôt faire partie des gens qui regardent le paysage et donnent un coup de fouet de temps en temps. Dans la catégorie travailleurs gratuits, BFM est allé jusqu'à nous expliquer comment les entreprises pouvaient transformer leurs salariés en bénévoles pendant la crise. BFM Business avec vous. Frédéric, une première question. En tant qu'entreprise, puis-je faire travailler mes salariés bénévolement pour aider à l'effort national de production ? Oui, depuis le début de l'épidémie, de nombreuses entreprises ont modifié leur activité pour participer à l'effort national de production, notamment pour produire du gel hydroalcoolique, des blouses, des masques. Alors il faut définir, première chose, la bonne définition du bénévolat. C'est l'exercice d'un travail ou d'une activité à titre permanent ou occasionnel, à temps plein ou à temps partiel, et on le fait de son plein gré, sans aucune contrepartie financière ni lien de subordination. Et oui, c'est bien connu, les salariés n'ont pas de lien de subordination avec leur employeur. Il n'y a aucun mélange des genres, aucune dérive possible. Alors chaque entreprise peut solliciter l'aide de ses salariés pour participer à la production de produits et services indispensables, notamment en ce moment en période d'épidémie. Il existe néanmoins plusieurs conditions indispensables. L'engagement du salarié doit être volontaire et ne peut donc être imposé par l'employeur. La production effectuée doit être temporaire et distincte de la production habituelle de l'entreprise. On retient notamment le cas de LVMH qui a transformé certaines de ses usines de production de parfums en production de gel hydroalcoolique. Donc tout ça doit être resté temporaire. Cette différenciation avec la production habituelle s'explique par la volonté qu'une entreprise profite du travail de ses salariés à titre gratuit, tandis que l'État se charge du versement de leur chômage partiel. Voilà, c'est pour éviter tout ce genre de choses. Et cette production exceptionnelle ne doit pas avoir lieu non plus dans un but lucratif. Ah bah voilà, on vient de créer l'entreprise à but non lucratif. Mais le meilleur est pour la fin. Et alors, afin de se prémunir contre la requalification, le gouvernement conseille donc aux managers de faire remplir aux bénévoles une attestation stipulant que leur activité temporaire ne s'inscrit pas dans le cadre d'une subordination et donc dans la protection du cadre du travail. Important rappel, l'entreprise reste cependant responsable de la santé de ses salariés. Elle doit donc mettre en place toutes les procédures que l'on connaît aujourd'hui, les gestes barrières, le gel et la distanciation sociale entre les collaborateurs. Apprentis payés par l'État, bénévoles payés par l'État, cotisations payées par l'État, crédits payés par l'État, impôts payés par l'État. L'État paiera. Et l'État va se retrouver avec une belle augmentation de sa dette qu'il faudra rembourser. Mais ne vous en faites pas, ça ne nous coûtera rien. La sainte croissance payera pour nous. Qui va payer cette dette en fait ? Il faudra la rembourser, ça je ne partage pas du tout l'idée de ceux qui disent que ça va être une dette perpétuelle qu'on ne remboursera jamais. Non, il faudra de toute façon, un moment ou un autre, rembourser cette dette par de la croissance, par le retour à une croissance plus forte que ce que c'était
auparavant. C'est ça qui va nous permettre, à un moment donné, de rembourser la dette, peut-être par de la réduction de la dépense publique, bien entendu, mais plus tard. Le ministre exclut donc pour l'instant d'augmenter taxes et impôts. Mais il faudra bien rembourser, d'une manière ou d'une autre. Pas d'austérité ni de hausse d'impôts selon Bruno, ce qui est relativement faux, puisqu'on a déjà repris les politiques de réduction de la dépense publique d'avant la crise, et que la CRDS a été prolongée pour payer les dépenses de la Sécu. Et ne vous en faites pas, il y aura bien un impôt Covid qui va fleurir à l'automne. Il y a même des génies comme Christian Joliet, qui conseille Macron sur les grands défis économiques de l'après-crise, qui souhaitent le retour de la taxe carbone, la taxe qui avait enclenché le mouvement des Gilets jaunes. Mais bon, c'est sûr que tout ça ne va pas suffire à payer le surcroît de dette, donc il va bien falloir compter sur la croissance. Et d'ailleurs, elle va être de combien en 2020 ? Moins 10%. Ah, bon plan B les gars, plan B. Comme je vous le disais, le pire des deux mondes. Une économie réelle écrasée sous le poids de la dette, et en même temps, on subit l'érosion monétaire de la planche à billets qui est très mal utilisée, puisqu'elle sert à maintenir un prix élevé des actifs, tout en écrasant les taux d'intérêt des États jusque dans le négatif, pour que leur dette souveraine soit soutenable. Une politique qui à terme va complètement rincer les épargnants, notamment en France, tous ceux qui ont des livrets A, de l'assurance vie, ce genre de choses. Je vous renvoie à ma vidéo « Comment l'euro ruine la France » qui explique comment il compte faire payer la prochaine crise, c'est-à-dire celle-ci, aux épargnants, en accentuant la politique des taux négatifs qui vont détruire l'assurance vie, et en faisant payer d'éventuelles faillites bancaires aux déposants par la pratique du bail-in ou renflouement interne. Sans oublier bien sûr l'idée d'exproprier les propriétaires de leur logement pour leur faire payer une location afin de solvabiliser la dette de l'État. C'est un peu long à expliquer, mais pas compliqué à comprendre. Allez voir cette vidéo pour les détails, c'est merveilleux. Sachez que les dernières évolutions confirment que ce programme est bien au goût du jour. Par exemple, Bercy a lancé la chasse aux coffres début mai. Tous les clients qui louent un coffre dans leur banque seront inscrits dans un registre du fisc à partir du 1er septembre. C'est donc la fin du secret bancaire qui entourait les coffres en France. Alors là, attention, parce que ça prépare ce qui s'est passé en Grèce au moment de la faillite des banques. Ils ont ouvert les coffres, pris tout ce qui avait de la valeur à l'intérieur pour renflouer la banque, ils ont laissé la paperasse, et les clients n'avaient plus que leurs yeux pour pleurer. Alors vous faites ce que vous voulez, mais si vous avez un coffre avec des bijoux de famille, un peu d'or, des trucs qui ont de la valeur, à votre place, j'y laisserai pas à la banque. Voilà donc comment nos chères élites remercient les inutiles d'avoir pallié aux défaillances des politiques idiotes qu'ils mènent depuis 40 ans dans la gestion des services publics, de l'économie ou encore de la politique commerciale extérieure qui ont été des éléments déterminants dans la crise. Surtout, on change rien et on n'assume rien. C'est les ch'tites ouvriers qui vont éponger toute la merde, ils vont même donner leur économie pour renflouer les pertes causées par nos bêtises. Et on récompense, on leur donnera une petite tape dans le dos et une médaille en chocolat. On peut donc résumer le monde d'après en 3 mesures très simples. Travailler plus pour gagner moins, payer plus d'impôts pour avoir moins de services publics, épargner plus pour avoir moins d'argent. Eh bah putain, ça donne envie de se lever le matin. Continuez comme ça les gars, et nous aussi on va réduire les coûts, mais ce sera peut-être pas écrit de la même façon. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir cette chaîne via Tipeee ou en faisant un tour sur la boutique Les Pieds dans le Plat. Merci à tous et à la prochaine.